Bon, je pense qu'on est diffusé à présent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer la troisième table ronde de notre colloque qui porte sur système de santé et contagion. Dans cette session, nous aurons 3 communications, dont 2 qui portent sur le Brésil et en particulier sur les sud du pays. Ce sont des recherches collectives qui seront présentées par Marcia Grisotti pour la première communication, puis par Daniel Granada, tous les 2 professeurs à l'Université fédérale de Santa Catarina. Et nous aurons d'autre part une communication qui propose une perspective comparative entre le Pérou et les États-Unis en ce qui concerne les systèmes de santé des 2 pays. C'est un texte coécrit par 2 doctorants, Arthur Morenas de l'Université de Strasbourg et par Maria Assaf, doctorante au Sénat monde-américain du laboratoire de l'UHEC-CNRS. Et donc, comme dans les sessions précédentes, les communications auront une durée de 15 minutes et ensuite, nous lancerons les débats, d'abord entre les intervenants et ensuite ouvert au public. Donc, je donne la parole à Marcia Grisotti de l'Université fédérale de Santa Catarina qui nous parlera de la mort contaminée, l'expérience de la mort par COVID-19 du point de vue des professionnels de la santé. Voilà, vous avez la parole, Marcia. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager l'écran. Bon, je voudrais remercier Marion et ses collègues de l'Institut des Amériques et d'autres partenaires pour l'organisation de cette conférence. Je vais faire une petite présentation. Je m'appelle Marcia Grisotti. Je coordonne le groupe de recherche écologie humaine et sociologie de la santé depuis 2005 au sud du Brésil, à l'Université de Florianópolis. J'ai fait ma thèse de doctorat en 2003 où j'étudie la construction médicale et sociale de maladies émergentes parasitaires ou les cycles entre les masses et les humaines. Et en ce moment, je travaille dans le projet qui s'appelle La santé mondiale et dispositifs de surveillance de la santé dans le contexte des maladies infectieuses émergentes, études des cas au Brésil et au Uruguay, notamment les cas de tuberculose bovine et leishmaniose viscérale canine. Sentinelle des pandémies, aspects sociaux et politiques de la surveillance et du contrôle des maladies d'origine zoonotique. Un projet que je travaille, ça fait longtemps, dans la région de l'Amazonie. J'ai présenté en 2015 un travail à l'Institut des Amériques aussi sur les sujets, qui s'appelle « Après les barrages hydroélectriques, la santé toujours oubliée en Amazonie brésilienne ». Et la COVID au Brésil analyse et réponse aux impacts sociaux de la pandémie sur les professionnels de la santé et les populations en isolement. Je voudrais, pour commencer, récupérer un argument. Donc, on a parlé beaucoup dans la science d'hier. Contrairement à l'argument selon lequel l'émergence de COVID-19 au Brésil a causé des problèmes sociaux, nous soutenons que l'épidémie a mis en évidence de manière beaucoup plus latente les énormes problèmes sociaux et économiques qui existaient déjà avant l'épidémie dans le pays. Et je remarque cet argument parce qu'hier, on a parlé beaucoup sur ça et je pense que dans l'Amérique latine, ça, c'est une question très importante pour le débat. Une petite introduction sur le thème. Des pandémies se sont produites tout au long de l'histoire et ont provoqué des profondes perturbations dans le système social. Qu'avons-nous appris de l'histoire sociale des épidémies? Malgré les avancées scientifiques et technologiques des siècles derniers, nous n'avons concrètement, pendant un an de la pandémie, que des dispositifs de biosécurité
et des pratiques existant bien avant la description de la théorie des germes. Quarantaine, installation des cordons sanitaires aux frontières des États-nations, isolement, et je parle physique parce que c'est une erreur de dire isolement, distance sociale. Je parle d'isolement physique et utilisation des masques. L'isolement ou la résistance à celui-ci est une pratique multiples variantes selon qui et où il est isolé et sa mise en œuvre en tant que stratégie de santé publique met en évidence une série de défis et de conséquences sociales. Le poids des inégalités sociales et l'existence de nombreux groupes vulnérables devient évident lors de l'adoption des mesures d'urgence pour contrôler les épidémies. Après tout, comment la distanciation sociale, entre guillemets, pour les groupes économiques vulnérables est-elle proposée? Comment rendre l'hygiène possible dans les lieux dépourvus de l'infrastructure d'assainissement de base? Au Brésil, par exemple, 48% de la population ne dispose pas de collecte des eaux usées. En général, la réponse politique est, dans ces cas, il n'y a rien à faire. De l'autre côté de ces scénarios, les professionnels de santé sont placés en première ligne face à une situation de risque et d'incertitude, où la transmission par les contacts dépend des caractéristiques du virus et des personnes infectées dont ils doivent prendre soin et aussi sur les conditions de travail. Dans le contexte d'un monde globalisé, marqué par la circulation rapide des personnes, des animaux, des plantes et des biens qui intensifie la propagation des micro-organismes, la distance physique recommandée comme mesure officielle par le gouvernement pour contenir la courbe d'épidémie a par conséquent des impacts sociaux, culturels, économiques profonds, ainsi que des stratégies de résilience face à l'incertitude. Il y a plusieurs dimensions d'analyse découlant de cette expérience, ainsi que la prospection de nouveaux agents de recherche, la capacité de réponse du système de santé, la capacité et type d'enregistrement des épidémies, la production de connaissances, le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, la fragilité du pacte fédératif au Brésil, la relation entre les niveaux régional, municipal et fédéral, les processus de centralisation, décentralisation, la définition des activités essentielles, la notion du corps sans immunité. Il y a plusieurs dimensions analytiques. À partir de ces différentes dimensions analytiques de la pandémie, cette présentation analyse le processus de décès par COVID-19 du point de vue des professionnels de la santé. Les médecins, infirmières, travailleurs sociaux, techniciens et infirmières, psychologues et physiothérapeutes qui travaillent directement ou indirectement avec les patients de COVID-19 dans 2 municipalités de l'État de Santa Catarina. Et vous voyez les maps et l'État de Santa Catarina, c'est au sud du Brésil. Vous avez reçu des informations sur ce qui arrivait à Manaus, au nord du Brésil, mais certaines villes de l'intérieur du sud du Brésil avaient également des problèmes comme Manaus, par exemple des manques de respirateurs et des médicaments pour l'intubation. L'événement de la fin de vie fait partie de l'Office des professionnels de santé, ainsi que de la routine des hôpitaux depuis l'émergence de ces institutions.
Mourir pour Covid, cependant, a posé de nouveaux défis à la réflexion sur les processus et l'expérience de la mort et l'élaboration de deuil, à la fois pour la famille et les amis, ainsi que pour les agents de santé qui ont besoin d'être formés et mis à jour avec des informations sur les protocoles, l'orientation et la communication des morts et sur les moyens d'éviter leur contamination. Dans ce contexte, le ministère de la Santé au Brésil a élaboré plusieurs protocoles pour guider les professionnels de ces secteurs, y compris ceux qui traitent des soins et de la prise en charge des patients atteints de COVID-19. Des documents avertis plusieurs choses sur la contamination par les corps, par l'équipement, les risques de transmission et contagion, les soins post-mortem, le nettoyage de la chambre et plusieurs choses. Ces protocoles, lorsqu'ils sont exécutés dans le cadre de la préparation et de l'orientation des corps décédés vers les familles et les agences funéraires, génèrent des tensions au sein de l'équipe de santé de l'hôpital. Voici quelques réflexions qui ont émergé dans des entretiens avec les professionnels. Pour les professionnels de la santé, la mort par COVID chez les personnes hospitalisées est encadrée comme une mort difficile, combinant des sentiments d'abandon et de solitude dus à des protocoles qui restreignent les contacts entre les membres de la famille et l'équipe de santé avec les patients, ainsi qu'en raison de la permanence prolongée des patients qui ont besoin d'une ventilation mécanique aux soins intensifs. Le moment de suivi des membres de la famille est perçu comme critique aux yeux des professionnels de la santé. Je ne vais pas lire tous les récits, mais seulement les premières. J'ai accompagné une famille qui est allée identifier les corps d'un COVID. Et c'était assez choquant pour moi, vous savez. Je ne peux donc pas dire ce que nous exposons à la famille dans cette situation, parce que le corps doit sortir du centre des maladies respiratoires à la clinique dans un sac, et ce sac, il n'est pas ouvert. Il doit entrer dans ce sac, il doit l'enterrer dans le sac, à l'intérieur des cercueils, sans que la famille l'ouvre et regarde. Mais comme il y a des personnes extérieures des autres endroits, la famille doit reconnaître le corps. Donc, en tant qu'infirmière, on fait quoi? Nous avons habillé toute la famille avec tous ces matériels dont nous avons parlé. Les tabliers, les boucliers faciaux, la N95, les masques, les gants, tout. Ensuite, nous accompagnons membres de la famille montrant seulement la tête du sac. Jusqu'à là, au niveau du visage de la personne, ils regardent. Vous reconnaissez la personne et elle ne peut pas rester longtemps. Tu ne peux pas l'embrasser. Les changements évidents dans la relation avec le corps et avec les rites qui accompagnent la fin des vies dans les situations ordinaires, dans les routines des hôpitaux finissent par être modifiés en raison de la pandémie. Les protocoles de sécurité pour les décès dans le cas de COVID-19 tendent à objectiver davantage les processus de décès, démontrant que même si nous convenons qu'il existe des tendances d'individualisation de l'éloignement des personnes âgées, de la coexistence avec des jeunes, dans le cas de COVID, les restrictions imposées rendent la fin de la vie encore plus surprenante dans la perception des travailleurs. Les processus de prise en charge des patients atteints de COVID-19 a d'une certaine manière eu un impact sur les problèmes d'humanisation du système de santé unifié, et c'est le système officiel du Brésil. En particulier,
ce qui concerne les formes d'accueil et de contact avec les patients. Dès que nous avons appris pour la maladie, nous avons dû passer par un certain temps de formation afin d'apprendre à faire face à cette situation. Nous avons dû réapprendre tous ces services qui ont été faits. Nous avons toujours accueilli, essayé d'être très accueillants avec les familles. À ce moment-là, il faut être accueillant, mais en même temps, garder cette distanciation sociale. Donc, c'était une situation un peu difficile pour nous. L'environnement hospitalier est un endroit imprégné par les patients atteints de maladies infectieuses. Par conséquent, les protocoles de biosécurité et la lutte contre la maladie font partie d'une routine de service. La pandémie de COVID a toutefois exacerbé la nécessité d'un strict respect de ces protocoles. Je ne lis pas les récits à cause du temps, mais dans ces récits, la professionnelle parle des processus de nettoyage qu'elle doit faire, et dans un autre récit qui parle sur les différentes des difficultés de suivre ce protocole. Nous avons parlé beaucoup sur les processus d'utilisation des masques, des vêtements spéciaux, la façon dont ils se sont entraînés pour mettre des vêtements de protection. Et pendant la conversation avec eux, ils ont reconnu que les points les plus sensibles, les moments de détente, est les moments de détente de l'équipe, généralement dans les cafétérias, où ils enlèvent les masques pour se nourrir, laissant ouverte la possibilité de contamination. Ici, elle parle, je peux compter environ 30 personnes connues de qu'ils ont été infectés. En fait, nous pensons que c'est plus dans la zone non-Covid que la zone Covid que les gens s'infectent. Parce que dans ces domaines des patients non-Covid, la tendance est de vêtir différent, pas être une chose rigide. Je reste quelques points alors pour le débat. En première, les débats, la question, la nature contextuelle de la pandémie. Nous parlons d'une maladie, d'un virus et des personnes et des réponses sociales qui sont en cours de construction. Ils changent selon les nouvelles preuves scientifiques ou sous la pression des convictions politiques. Il y a plusieurs différences entre l'attention donnée en soins primaires et l'attention réservée aux soins intensifs. Par exemple, la question de l'autonomie du patient aux soins primaires, les patients demandent les traitements et exigent certains médicaments, et dans l'hôpital, les patients à moins d'autonomie pour prendre des décisions. Je peux parler après dans le débat le problème de la politisation de la pandémie au Brésil à cause des médicaments et les idées du président de la République. On peut parler après dans le débat. Et aussi, il n'y a pas de catégorie homogène des professionnels de la santé. Les professionnels par exemple, les professionnels qui étaient dans des groupes de risque et qui sont restés à la maison sans travailler, et ceux qui devraient travailler plus dur pour compenser leur manque, il y avait un conflit entre les catégories des professionnels. Et ça, c'est intéressant, des choses qu'on découvert dans la recherche. Les stratégies de dialogue pour finir, les stratégies de dialogue entre les membres de famille et les patients, médiatisées par les professionnels de la santé, qu'ils ont utilisé de l'ordinateur pour faire les dernières paroles avec les patients, les membres de la famille, qui les professionnels produits dans l'hôpital.
Et la spiritualité aussi, c'était une chose qu'à la fin, on découvert comme une stratégie pour supporter et donner des sens pour le travail qu'ils ont fait dans l'hôpital. Et pour finir, hier, il y avait une discussion sur la question symbolique, la question posée hier sur le rapport symbolique à la mort entre les peuples asiatiques et latino-américains. Je pense que la mort est et sera toujours un événement dramatique dans n'importe quelle culture. La banalisation de la mort peut exister dans les médias sous la base d'un événement idéologique ou politique. Mais dans l'expérience subjective de la mort, dans l'intimité de l'expérience de ces processus, nous sommes encore humains. Au moins, les professionnels de la santé de nos recherches l'ont montré. Merci beaucoup. Merci Marcia. Donc, on passe rapidement à la deuxième présentation. Donc, un regard croisé sur les défis de l'assurance santé en temps de COVID dans les Amériques, les cas du Pérou et des États-Unis. Donc, ça va être une présentation à deux voix par Arthur Morenas de l'Université de Strasbourg et Maria Saf de l'HESS. Et j'insiste sur l'importance de respecter le temps pour qu'on puisse avoir du temps pour le débat. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, tout d'abord, merci aux organisateurs, merci à la modératrice de cette table et merci à toutes les personnes qui vont nous suivre. Le document donc, que nous avons présenté et que nous allons aujourd'hui présenter s'intéresse dans une perspective comparative entre les États-Unis et le Pérou à la manière dont la crise du Covid a très largement réactivé les débats autour des questions de santé et notamment de leur prise en charge. Alors bien évidemment, les situations ne sont pas complètement comparables sur le plan matériel entre ces deux pays, mais il n'empêche que la pandémie a ouvert une très large brèche dans la légitimation politique et sociale des questions d'universalisation de la couverture de santé au sein de ces deux pays. Alors nous montrerons dans un premier temps très brièvement l'état des systèmes de santé dans ces deux pays pour pouvoir décrire dans un second temps la manière dont la crise a très largement réactivé les débats politiques autour de la santé en légitimant des prises de position qui étaient autrefois difficilement légitimables. Alors très brièvement sur cette première diapositive, je vous ai présenté sur le système de santé du Pérou avant l'arrivée du Covid et avant en fait 2020. Je reviendrai un peu après sur le détail. Très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'une partie importante de la population, 27% en 2017, n'avait aucune assurance santé. 24% étaient affiliés à la sécurité sociale, qui s'appelle ESSALUD, qui est une sécurité sociale relativement classique sur la base d'affiliation des travailleurs et de cotisations sociales. Et 46% de la population bénéficiait d'un filet minimum de protection qui s'appelle le SIS, qui couvre en fait une liste préétablie de maladies sous l'égide du ministère de la Santé. Et enfin, un nombre très réduit de personnes qui sont évidemment les personnes les plus aisées qui avaient accès au système d'assurance privée. Et en fait, la dualité entre ces différents systèmes, on la retrouve notamment dans ce deuxième point que j'ai mis en évidence, qui est les ressources différenciées entre ces différents systèmes. Il va de soi que le privé avait bien plus de ressources par assuré, plus que ESSALUD, qui est donc la sécurité sociale, et plus que le SIS, qui est en fait finalement, comme je l'ai dit, un mécanisme minimum d'assurance qui, dans les faits, avait souvent du mal à couvrir et a encore souvent du mal à couvrir les problèmes de santé de la population. Sur la deuxième diapositive, on voit un peu plus l'un des principaux défis qui s'est offert au système de santé publique péruvien, qui était très largement un conservatisme budgétaire qui a traversé les questions de santé pendant des décennies malgré une très forte croissance économique, qui s'est trouvé par le fait qu'à l'arrivée de la crise du Covid en 2020, le Pérou était un des pays avec le nombre de lits d'hôpital le moindre par habitant, le nombre de médecins le moindre par habitant et un budget de la santé vraiment particulièrement faible. Et pour terminer sur cette partie, en 2018, 40% des médecins travaillaient auprès des populations les plus aisées, donc qui doit représenter 5-10% maximum de la population totale, et 11% des médecins travaillaient auprès des populations les plus pauvres, ce qui montre l'état d'inégalité, en plus d'inégalité territoriale que Evelyne Mesclier a notamment évoqué hier dans sa présentation. Et je vais laisser maintenant Marie présenter la situation pour les États-Unis.
Alors, aux États-Unis, comme au Pérou, il n'y a pas de système d'assurance santé unique. Traditionnellement, vous êtes assuré grâce à votre emploi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Employer Sponsored Insurance. Et donc, comme vous le voyez ici, ça concerne 150 millions d'individus. Et à côté de ça, on a un système d'assurance financé par l'État fédéral qui se distingue en deux programmes principaux, donc Medicaid pour les plus précaires et Medicare pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées. Donc, l'absence d'une couverture santé universelle aux États-Unis a souvent été très critiquée et on estime que les États-Unis sont en retard par rapport aux autres grandes puissances occidentales. C'est vrai que les chiffres tendent à affirmer ce constat puisqu'il reste 30 millions d'individus aux États-Unis qui ne sont toujours pas assurés. Et pour vous donner un autre chiffre, 60% des faillites personnelles aux États-Unis sont dues à des impayés de factures médicales. Même s'il y a eu des efforts pour rééquilibrer ce système, donc je ne vais pas tout détailler, mais là j'évoque par exemple dans l'histoire récente l'Affordable Care Act, qu'on connaît mieux sous le nom d'Obamacare, qui a ouvert un marché de l'assurance privée dit plus accessible et qui a rendu la souscription à une assurance santé obligatoire. Malgré ces efforts, comme au Pérou, on constate qu'il y a de nombreuses inégalités territoriales, sociales, puisque comme on est aux États-Unis, également raciales. Je ne pense pas vous surprendre en vous expliquant que la minorité qui est la moins bien couverte aux États-Unis, c'est les Afro-Américains. Et donc, de la même façon qu'au Pérou, le Covid a accentué ces inégalités. Pourquoi? Parce que les hôpitaux se sont retrouvés à soigner de nombreux individus qui s'étaient retrouvés sans assurance puisque au chômage. Donc, au pic de la pandémie, il y a 22 millions d'individus qui se sont retrouvés au chômage aux États-Unis et on estime aujourd'hui qu'il y a 14 millions de personnes qui ont perdu leur assurance santé à la suite de la pandémie. Donc, la question de l'universalisation de la couverture santé, de la même façon qu'au Pérou, elle est réapparue de façon très vive et active sur le devant de la scène. Donc, je vais relaisser la parole à Arthur, puisque nous, c'est à ce phénomène-là qu'on s'est intéressé dans cette présentation. Donc voilà, donc de mon côté, j'ai donc rappelé l'existence d'un système de santé sous-financé et d'importantes inégalités entre le système public et entre le système public et le système privé en ce qui concerne le Pérou. Quand est arrivée la crise, la population ne s'est pas retrouvée nécessairement à un problème d'accès en raison de l'assurance santé, puisque la question de l'universalisation du système public de santé s'était posée à plusieurs reprises depuis le début des années 2000. Je ne rentre pas dans le détail, ça a été présenté dans le document qu'on a rendu, mais la dernière mesure en date a été celle de l'universalisation du SIS, donc ce système minimum d'assurance santé pour les populations les plus pauvres. Donc en fait, les quelques 20% des populations qui n'avaient aucun système de santé ont été passées automatiquement au SIS, juste au début des années 2000, quelques semaines avant l'arrivée de la pandémie. En fait, le problème qui s'est posé au Pérou a été très largement le fait que la pandémie a révélé le sous-investissement et l'état du système public de santé de manière générale et aussi, d'une certaine manière, l'inégalité entre les deux systèmes publics, le SIS et Salud, j'y reviendrai après. Les hôpitaux publics ont été débordés, ce qui a posé la question de l'accès aux cliniques et aux hôpitaux privés. Les prix de l'oxygène ont été multipliés par 10 ou encore l'accès à des tests de dépistage qui étaient très difficiles et qui sont encore très difficiles à accéder dans le système public ont connu des prix extrêmement importants dans le secteur privé, entre 100 et 200 euros pour des tests de dépistage. Donc en fait, cette grave situation a permis d'une part une véritable prise de conscience de la nécessité d'unifier les deux systèmes publics, le SIS et Salud, ou en tout cas d'aller vers une unification. Alors c'est toujours difficile de proposer ou de savoir ce qui va se passer, d'une part parce qu'on est dans un contexte de renversement permanent des différents gouvernements péruviens depuis 5 ans, donc il n'y a pas de stabilité qui permettrait de mener à bien cette proposition qui a, si j'en crois les lectures que j'ai faites, a mis notamment 20 ans au Brésil pour unifier les systèmes publics de santé. Donc ça prendra du temps, mais en tout cas, il y a une volonté politique, ou en tout cas, la crise a mis en évidence cette nécessité d'une unification des deux systèmes de santé, et une commission multisectorielle a été convoquée il y a quelques mois pour faire des propositions techniques. Donc on verra qu'est-ce qu'il en ressortira. D'autre part, et c'est là l'un des points centraux, la crise a très largement, et comme je l'ai mis en évidence, montré le sous-investissement dans le système de santé,
Alors là encore, il est toujours difficile de savoir comment est-ce que les choses vont évoluer, notamment en prenant le fait qu'on est actuellement en campagne électorale. Mais dans le cadre de cette campagne électorale, justement, les questions de santé ont été particulièrement importantes et les principaux candidats ont tous proposé l'augmentation du budget de santé. Alors ce budget de santé, il a déjà augmenté d'une dizaine de pourcents entre 2020 et 2021. Après, il y a des débats techniques autour de quelles lignes budgétaires ont été augmentées, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, voilà, il y a déjà eu un effort de ce côté-là. Et pour ne parler que des candidats qui sont actuellement au second tour de l'élection qui auront lieu en début juin, le candidat de gauche, Pedro Castillo, propose de faire passer les dépenses de santé à 10% du PIB. Elles sont à 3% actuellement. Encore une fois, je ne dis pas est-ce que ce sera possible ou pas. Voilà, ça dépendra d'un certain nombre de facteurs politiques, techniques, etc. que je ne présente pas ici. Mais voilà, en tout cas, la volonté politique et la légitimation de questions qui étaient auparavant très peu posées et encore là très visibles. Et la candidate de droite, Keiko Fujimori, propose de le faire passer à 7% du PIB, donc de 3 à 7%. C'est moins important que le candidat de gauche, mais c'est toujours, si ça venait à être mis en place, ce serait une évolution assez importante. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail des modalités sur lesquelles ce budget pourrait être augmenté. Voilà, il peut y avoir aussi des différences dans les programmes. Et le dernier point que je vais souligner, plus pour le mettre au débat, c'est que la question du privé est bien moins taboue qu'auparavant. Lors de la crise, j'évoquais l'accès aux cliniques privées. Le président Martin Vizcarra avait menacé les cliniques privées d'expropriation temporaire, si elles ne prenaient pas en charge ou elles n'arrivaient pas à un accord avec le ministère de Santé pour la prise en charge des patients des systèmes publics. Alors bien évidemment, l'accord qui en est sorti n'a pas été particulièrement révolutionnaire. Il a permis l'accueil d'un nombre réduit de personnes. Mais toujours est-il que dans la population, et ça c'est des enquêtes d'opinion qui le révèlent, le privé est beaucoup moins, alors je ne dirais pas sacralisé, mais voilà, le fait de pouvoir faire des bénéfices dans les questions de santé est vu de manière beaucoup plus négative qu'elle ne l'était auparavant. Et ça peut éventuellement permettre des évolutions à moyen et long terme. Et je vais maintenant laisser Marie présenter la situation aux États-Unis. Alors longtemps aux États-Unis, l'universalisation a paru complètement impossible, même si on distingue des dynamiques historiques un peu plus longues qui montrent que la question s'est toujours posée, notamment en sortie de la guerre. On a tendance à l'oublier, mais le président Truman avait proposé une forme d'assurance universelle qui était très populaire auprès de la population, mais les médecins s'y sont opposés et le Congrès qui a été passé républicain a enterré le projet. Il n'empêche que, et là en fait on s'inscrit dans la critique classique de l'État-providence aux États-Unis, à savoir ça coûte trop cher, ça va à l'encontre des libertés individuelles, l'ingérence de l'État, et il y a un aspect négatif socialement, c'est que ça encourage à la dépendance des individus vis-à-vis de l'État fédéral. Mais qu'importe, aujourd'hui, aux États-Unis comme au Pérou, le contexte de la crise couplé à celui de l'élection présidentielle a agi comme un accélérateur du débat autour de la nécessité de l'universalisation. Déjà en 2008, on avait ce phénomène au lendemain de la crise financière et ça a débouché notamment sur l'Obamacare que j'évoquais plus tôt. Et ça a été au cœur des débats de la primaire démocrate en 2016, en 2020, notamment poussé par le succès relatif de l'outsider de l'aile gauche du parti, qui est le sénateur Bernie Sanders. Et donc, de façon très marquée en 2020, ce contexte particulier a obligé les autres candidats à se positionner plus clairement sur la question de l'universalisation. Et donc là, ce qu'on voit, c'est de la même façon qu'au Pérou, c'est qu'à la fois dans la population, puisqu'il y a des sondages qui ont été faits aussi, le système états-unien qui coûte très cher et qui est très inefficace est de moins en moins populaire, y compris auprès des électeurs républicains. Je pense que c'est important de le souligner parce que Donald Trump avait mené toute une campagne pour essayer de démanteler l'Obamacare et qui a complètement échoué parce que même l'Obamacare qui était très controversé aujourd'hui semble quasiment intouchable. Et c'est une idée qui est devenue aussi assez populaire auprès des médecins qui, comme je l'ai dit au début, s'opposaient généralement à l'universalisation et auprès des instances politiques et en particulier au sein du Parti démocrate poussé par son aile gauche.
Donc, tous prônent globalement la mise en place d'un système public unique parce qu'il y a différentes options d'universalisation qui sont mises sur la table. Et pareil, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais la plus populaire, c'est ce qu'on appelle Medicare for All, qui est porté par Bernie Sanders notamment, qui même, là, il y a quelques jours, on l'a vu, a appelé le président Biden, aux côtés de 17 autres sénateurs, à mettre en place cette mesure qui, en fait, permettrait d'élargir l'accès à Medicare à toutes les tranches d'âge de la population et plus seulement aux personnes âgées. Mais l'important, c'est de voir comment l'idée fait son cheminement dans la société états-unienne plus largement. Je vais m'arrêter, puisqu'on parle des perspectives futures, et un peu comme Arthur, je pense que c'est difficile de parier sur l'avenir, mais bon, le président Joe Biden a été élu. Jusqu'alors, il a toujours refusé la question de l'universalisation de la couverture santé. Il lui prépare une option publique qui se traduit globalement par un renforcement des propositions de l'Obamacare. Il faut le souligner, ça a été fait avec un certain succès pour l'instant, puisque là, dans la période très récente, ils ont ouvert une fenêtre supplémentaire d'inscription sur ce marché de l'assurance aux 30 millions d'Américains non assurés, puisque c'est eux que Joe Biden, enfin que le gouvernement de Joe Biden chasse, entre guillemets. Et sur une fenêtre très courte dans 36 États, il y a 500 000 personnes qui ont déjà pu souscrire à une assurance à faible coût. Donc, d'un certain côté, ça marche, mais et Joe Biden mise notamment là-dessus et sur une expansion aussi de Medicaid, mais pareil, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ça marche, mais ça paraît toujours assez insuffisant aux yeux des défis qu'ont posé le Covid. Et la question là qu'on peut se poser collectivement, c'est que va faire Joe Biden, qui pour l'instant a pas mal surpris en allant sur des terrains où on ne l'attendait pas, notamment avec le très ambitieux plan qu'il a présenté récemment, l'American Rescue Plan, où il a mis en avant l'investissement dans les soins à domicile. Et on le compare souvent à Franklin Roosevelt. Et la question, en fait, de savoir, c'est est-ce que Joe Biden va réussir son rendez-vous avec l'histoire en proposant des réformes de santé plus ambitieuses que ce qui a été fait pour l'instant et auxquelles il s'opposait quand même fortement jusqu'alors. Et rapidement, juste en conclusion, vous voulez juste revenir sur, donc on a proposé ce regard croisé sur le Pérou et les États-Unis, parce que ce qui nous a frappé d'abord, c'est le croisement entre ce contexte électoral et le contexte du Covid et la fragilité de systèmes qui sont très liés à un emploi salarié stable et qui prouvent très rapidement leurs limites, ce qui a relancé la machine de la réflexion sur l'universalisation de la couverture santé. Et je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci. On passe à la troisième communication. Donc, on retourne au Brésil. Pardon? Je partage mon écran. Oui, d'accord. Donc, voilà. Le titre, voilà, Santé et immigration, la pandémie de Covid-19 et les travailleurs immigrés dans les abattoirs du sud du Brésil. Donc, Daniel Granada, Université fédérale de Santa Catarina. Voilà, oui. Bonjour. Voilà. Je voudrais saluer les collègues de la table tout d'abord et après remercier vivement Marion qui nous a fait un super suivi tout au long de l'organisation et toute l'équipe. Merci beaucoup. Bon, on va parler un peu sur santé et migration, la pandémie de Covid et les travailleurs immigrés dans le sud du Brésil. Il faut dire que nous, on fait partie d'une équipe de recherche de l'Institut national de sciences et technologies Brésil pluriel, qui s'est rattaché à UFSC. Et ce projet, c'est un projet plus large. C'est un projet qui fait partie du réseau Covid Humanidades. C'est un appel du ministère de la Science et Technologie qui a été lancé et nous sommes le seul projet en sciences humaines et sociales aujourd'hui au Brésil financé par le gouvernement pour étudier le Covid. Donc, c'est un grand réseau coordonné par Jean Segat de l'URGS et Martial coordonne l'équipe à UFSC. Et donc, on a un réseau interdisciplinaire et notre équipe, elle est multidisciplinaire. Cet article a été écrit par plusieurs membres. On a des collègues médecins, des collègues psychologues, géographes et les scientifiques sociaux, bien sûr. Bon, je voudrais d'abord dire que peut-être on est au pire endroit au monde pour vivre cette pandémie. On a un gouvernement qui, vous savez, il est négationniste. On passe au large de la science dans les décisions du gouvernement.
Et récemment, on a des études, on a des recherches spécialement conduites par les CPDs et avec les Conectas Droits de l'Homme, c'est une ONG de São Paulo, qui ont démontré qu'il y a une action intentionnelle du gouvernement dans le sens de promouvoir les contagions entre la population. Donc, on arrive cette semaine probablement aux 400 000 morts officiels. Il y a d'autres recherches qui disent que le chiffre est sous-estimé, à peu près 40%. Et donc, depuis 2 ans, on travaille sur l'idée des nécropolitiques pour faire comme un moyen de trouver un cadre théorique pour essayer d'expliquer les actions du gouvernement. Ça n'a pas commencé avec la pandémie, si vous voulez, mais ça a commencé plutôt avant. On avait déjà des politiques de déforestation, des politiques tournées vers la libération des agrotoxiques au Brésil, et réduction des financements pour la santé, pour l'éducation, pour la recherche. Là, on vit dans un vide de financement des agences de recherche au Brésil. Donc, c'est un scénario tragique. Et peut-être la nécropolitique un concept d'Achille Mbembe qui nous dit que c'est plus les contrôles des corps, mais les contrôles de ceux qui peuvent vivre et en plus ceux qui doivent être laissés mourir, c'est une façon de fonctionner de certains États. On est parti sur une réflexion dans les groupes à propos d'un concept qui parle de régime nécropolitique. Peut-être ça va expliquer d'une certaine façon les questions que les collègues soulevaient hier par rapport à est-ce qu'il y a des vies qui comptent moins que les autres. Je dirais que non, mais on a certainement ici dans les Amériques une habitude de vivre avec des situations extrêmement violentes, spécialement pour les tranches les plus pauvres de la population. Donc, ces politiques qui visent à produire l'inégalité sociale comme une valeur positive, elles se sont radicalisées avec la pandémie. Donc, on a vraiment un cadre dramatique d'une population qui croit à l'espoir. Ici, on a des images, on a une petite image, non, c'est le monsieur le président avec une boîte de chloroquine, qui c'est un médicament très efficace pour les maladies qui se prêtent à traiter, mais qui n'a pas d'efficacité prouvée. Dans le cas de la COVID, il a été franchement promu par ce gouvernement-là, y compris pour des recherches, le financement de la recherche et d'autres choses par rapport à ces médicaments-là. Et donc, les dénis de la science, le non-respect des règles internationalement recommandées, la prescription des médicaments sans effet avérés pour la COVID ne sont que des exemples d'un tableau dramatique qui, pour ceux qui nous succéderont, illustrera des moments les plus difficiles, certainement, de l'histoire de notre pays. Bon, on a travaillé avec l'ethnographie virtuelle, certainement. Moi, je travaille depuis 2012 avec les rapports entre santé et migration. Et le cas des abattoirs, ça a été un cas qui est émergent parce qu'on a commencé à percevoir, il faut dire que cette recherche a été menée entre les mois de mars et août 2020. Cet article, une version, va être publié bientôt sur un dossier des Horizontes Anthropológicos de l'URGS. Et l'idée, justement, ça a été de comprendre comment s'est passée l'intériorisation de la COVID dans des villes moyennes de l'intérieur du Brésil. Et on a remarqué que, justement, les centres où on produisait des produits dérivés de la viande, ça a été des centres de plus forte contagion dans les pays. Donc, on avait déjà une recherche, comme j'avais dit, depuis 2012 avec des immigrés haïtiens, particulièrement à l'Ageado, dans la région centrale du Rio Grande do Sul.
Et à partir de ces contacts, on a réussi à reprendre quelques entretiens des informateurs et reparler pour avoir des informations à propos de la COVID. En plus, on a pris des informations de presse, des syndicats, des journaux, des blogs, des publications dans différents réseaux sociaux pour réussir à rendre compte de notre objet. On a là la carte du Brésil. Ici, on est dans les États du Sud, Rio Grande do Sul et Santa Catarina, les villes de Chapecó, Concórdia, Santa Catarina, Encantado e Lajeado, au Rio Grande do Sul. Bon, on a travaillé, mais vous avez l'article disponible, je ne vais pas prendre longtemps là-dessus, mais on a travaillé sur l'immigration des Haïtiens vers le Brésil depuis 2010. Et donc, on avait à l'époque un contexte de croissance économique, ce qui faisait qu'on n'avait pas beaucoup de main-d'œuvre pour travailler dans les abattoirs, car c'est un travail très pénible et mal rémunéré. Donc, j'habitais à l'époque à la Jade, je travaillais à l'université là-bas, et il y a une entreprise qui est allée dans le nord du Brésil et elle a recruté 50 Haïtiens qui sont venus en bus. C'est comme venir de Russie, de Moscou à Paris, à peu près de l'Acre jusqu'à Rio Grande do Sul. Ils ont passé 3 jours dans les bus, ils sont venus. Moi, j'ai participé à l'accueil de ces immigrés. Et après ça, c'est créé un flux spontané des Haïtiens qui venaient travailler dans les frigoríficos du Rio Grande do Sul. Santa Catarina a eu une dynamique un peu différente. On a eu des secteurs de la construction civile aussi qui ont été des acteurs pour chercher des immigrés dans les régions nord. Bon, on a travaillé pendant la recherche, on a trouvé un document très riche et très intéressant de l'Académie, publié par l'Académie nationale de médecine, qui parlait des abattoirs, un objectif plus important pour la prévention de la COVID. Il parlait précisément à propos des cas des immigrés dans les frigorifiques. Il y a eu un cas en Allemagne avec un frigorifique de la taille des Brésiliens, autour de 5000 travailleurs, où il y a eu 1500 personnes touchées par les contagions, ça a été énorme. Et donc, ils ont publié pour dire que ça n'était pas un problème des animaux, mais des gens, justement, qui travaillaient dans des situations, dans des conditions difficiles. Et en plus, ils disaient que les immigrés, au fait de ne pas parler la langue du pays, ils n'arrivaient pas à comprendre et ils habitaient dans des conditions déplorables d'hygiène. Et pour ça, la contamination, elle avait lieu. Et donc, l'idée, ce n'était pas d'améliorer, bien sûr, les conditions de vie des immigrés au pays un peu plus, mais ça a été de trouver des moyens de contrôler pour que les contagions ne se propagent pas. Et ça avait un rapport avec ce qu'on vivait ici au Brésil parce qu'on avait aussi des conditions de travail déplorables pour les travailleurs dans les chaînes de production. Et ce qui démontre, à notre avis, comme l'explique Antunes, que la pandémie du coronavirus peut être comprise comme une symbiose entre une crise structurelle du capital, crise sociale et politique profonde, le chevauchement tragique entre un système de métabolisme antisocial du capital, la crise structurelle, l'explosion du coronavirus, synthétisée dans l'expression qu'il appelle capitalisme pandémique. Donc, on a là, les terrains, ça a été dans les villes de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Concórdia. Les études dans le Rio Grande do Sul, comme à Santa Catarina, on pourrait aller plus loin dans le Brésil, démontrent que les conditions des immigrés, des conditions de vie se sont dégradées beaucoup dans les dernières années en fonction de la crise économique. Les premiers à perdre l'emploi sont toujours les immigrés. Et ceux qui continuent, ils doivent se soumettre aux conditions de travail qui existent, des conditions de logement. Il y a eu des cas à la Jade où les entreprises ont été fermées à cause du ministère public, des procureurs qui ont dit, bon, il faut fermer là, il y a trop de contagion. Et les gens sont restés à la maison, mais dans les maisons, il y avait 10, 15 personnes qui habitaient, ils passaient dans les rues, donc c'est devenu un problème dans les villes encore plus délicat.
Donc, on a là pour que vous puissiez avoir une mesure. Ça, c'est un frigorifique à Chapecó. C'est le plus grand du pays, donc ce sont des usines énormes. Il a une chaîne de production là, avec des migrants. Ce sont des images récoltées sur la presse. Bon, on parle que notre idée, c'est de suggérer, de comprendre pour que ces villes, et ces villes, vous devez comprendre qu'au Brésil, ces villes-là ne sont pas des mauvaises villes à vivre, sont des bonnes villes, elles ont de bonnes conditions d'éducation, de santé pour la population. Mais comment ces villes qui attirent des immigrés, elles ont des IDH hauts pour le Brésil, et ça c'est décrit sur l'article, elles concentrent des immigrés, mais elles ont aussi été des cibles privilégiées de la dissémination de la COVID. Donc, l'hypothèse suggérait que l'abattoir, ils ont été classés comme des services essentiels. Ils ne pouvaient pas s'arrêter pendant la pandémie. Ils sont aussi des pôles de circulation des personnes. Ce sont eux qui font les trajets entre les grandes villes et la campagne. On a eu plusieurs cas de chauffeurs de camions qui ont été contaminés dans les centres. Ils ramenaient la COVID ici à Curitiba, par exemple. Ça a été, le premier cas, ça a été un chauffeur de camion qui a eu la COVID. Et donc, ils n'ont pas pu s'arrêter. L'exploitation des main-d'œuvre présente dans les abattoirs au moment de la pandémie s'est renforcée et a mis en évidence les faiblesses liées au contrôle et à ces travailleurs migrants. La propagation du COVID dans les villes, font objet de cette étude, révèle une relation souterraine qui devient évidente de l'impact de l'exploitation du travail, la faible rémunération qui en résiste ainsi une dépendance de ces travailleurs qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc, on discute sur ça et on pense que la tragique réalité de la pandémie, lorsqu'on arrive à 400 000 morts cette semaine, bientôt, dans les registres officiels du gouvernement, finit par montrer plus clairement une réalité sombre des travailleurs migrants mis dans des conditions sanitaires douteuses, exposant leur santé à des risques de contamination. Dans les cas des abattoirs, ceux qui abattent et coupent les animaux sont également tenus comme moins prioritaires. C'est un secteur dans lequel la production est essentielle et les gens sont jetables. Le contrôle des corps, dans ces cas, implique ceux dont les corps ne peuvent pas s'arrêter de produire. Et s'ils s'arrêtent à cause de la maladie, ils peuvent être remplacés à faible coût. La nécropolitique agit ici dans un contexte où le maintien des activités essentielles à la vie de certaines personnes peut mettre en jeu la vie de ceux qui peuvent tomber malades ou mourir. Ainsi, chez les abattoirs de la région sud du Brésil, se constitue un triste scénario. Là où les animaux non humains sont abattus et découpés loin des yeux des consommateurs, existent également d'autres taxonomies, et mon temps est fini, pour les animaux humains qui divisent dans les différentes catégories d'humanité. Merci, voici les contacts, j'étais dans le temps. Oui, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication, merci aux trois intervenants. Donc, on va passer maintenant au débat, au début du débat donc, qui va se tenir entre les intervenants, les membres de la table. Donc, qui souhaite commencer? Est-ce que vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire les uns sur les autres? Je peux éventuellement commencer. J'avais deux petites questions, mais assez générales en fait. La première, pour les deux autres tables sur le Brésil, bon, ça va plus un peu dans le sens des préoccupations que nous on a soulevées dans le cadre de notre présentation, qui est à savoir le contexte de 2022. Il me semble qu'il y aura des élections au Brésil. Est-ce que la pandémie fait évoluer éventuellement certaines prises de position? Bon, on a vu, moi je ne connais pas beaucoup le Brésil, mais bien évidemment on est au fait des grandes dimensions avec la sortie de prison de Lula, le fait qu'il n'est plus,
qu'il ait moins de problèmes judiciaires visiblement. Qu'est-ce que ça peut éventuellement présager de l'évolution des politiques publiques de santé? Est-ce qu'on lui reproche éventuellement aux deux gouvernements, enfin aux deux présidences du Parti des travailleurs, est-ce qu'on leur reproche éventuellement d'avoir pas peu préparé le pays à des pandémies? Voilà, c'est une question assez générale. Et la seconde, un peu plus sur la question, bon, on a parlé des abattoirs et justement de la situation des personnes qui ont travaillé pendant la crise parce qu'ils étaient nécessaires voilà, c'était des professions nécessaires. J'avais une question, est-ce qu'il y a eu éventuellement des mobilisations? Je sais qu'ici au Pérou, les travailleurs de l'agro-industrie en novembre-décembre se sont mobilisés en disant, voilà, maintenant il y en a marre, on a travaillé pendant toute la pandémie, on a été les premiers touchés, on a été ceux qui ont dû sortir pendant la pandémie pour travailler. Maintenant, on demande, parce qu'il y avait la question d'un régime de travail particulièrement défavorable aux travailleurs de l'agro-industrie, et ils ont demandé en fait la dérogation. Est-ce qu'éventuellement, on a vu ça dans le cadre du Brésil, alors les abattoirs ou éventuellement d'autres structures? Voilà. Merci. Alors, qui souhaite répondre? Je peux commencer. Merci pour la question, Arthur. Pour la situation au Brésil, c'est difficile de faire une corrélation entre ce qui s'est arrivé dans l'élection du passé et la pandémie. C'est évident que la pandémie elle a tourné un peu plus latente des problèmes sociaux, économiques et aussi politiques. Le système politique au Brésil, elle est connu comme un système de présidentialisme de coalition. Et historiquement, tous les présidents du pays doivent faire quelques jeux avec les congrès pour obtenir les lois, les choses sont éprouvées dans les parlements. C'était une relation qui a généré les problèmes de la corruption. Et elle est ancienne, elle est vraie, elle existait. C'est impossible de dire non, elle n'existait pas. Oui, elle a existé. Ce qu'on peut mettre en question, c'est au Brésil peut avoir un système politique sans la coalition et comment faire ça? Parce qu'au passé, les présidents doivent payer pour avoir les pouvoirs et la relation avec le Congrès et le Sénat. Et ça, c'est un problème. Et il y a un long temps pour faire cette discussion. Mais le problème avec la pandémie, je pense qu'on peut discuter un peu plus profonde, c'est que il y a dans la média la question de les présidents du pays dans l'histoire, il restera comme quelqu'un qui a fait seront enregistrés dans l'histoire comme ceux qui ont minimisé la pandémie, boycotté les mesures pour lutter contre sa propagation et stimuler les comportements à risque. Il était un peu plus contre les vaccinations. Il a tenté de montrer les effets de la vaccination. Mais ces discours, le discours du président n'est pas dans la vide. Il y a des adhérents. Et quels sont les adhérents du président de la République? Ce sont des gens qui, par exemple, on parle de presque 400 personnes qui sont mortes. Mais il y a au Brésil déjà 13 millions de personnes qui ont eu des cas asymptomatiques. Et c'était un grippe simple. Et ça fait la perception de risque aussi. Et comme un politique qui cherche pour électeurs, il regarde qui? Regarde les gens qui ont eu les symptômes fragiles. Légers. Merci. Et aussi les travailleurs. Parce que, par exemple, il y a en ce moment au Brésil une dispute entre les services publics, les fonctionnaires du gouvernement, les systèmes publics, qui peuvent rester à la maison, ils reçoivent les salaires
et les gens qui travaillent dans le système privé qui doivent travailler. S'ils n'ont travaillé, ils n'ont pas des emplois. Eh bien, le gouvernement, l'année passée, a donné quelques ressources financières pour les gens, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a des gens, par exemple, qui sont à la rue en disant « Je vais travailler, je vais retourner au travail, je ne vais pas le lockdown. » Ça, c'est que je vais remarquer dans les discours. Oui, le président, il a fait des discours qui sont, comme Daniel a dit, c'est la nécropolitique, mais aussi il parle à quelqu'un. Il y a des adhérents, il y a une part de la société brésilienne. Je n'ai fait les jugements en ce moment, mais je peux signaler cette contradiction dans une société comme le Brésil qui est toujours marquée par la diversité et tout, et des choses comme ça. Une autre question, je peux aussi demander de groupe qui a présenté la seconde présentation, c'est la différence entre l'assistance médicale et la santé publique. Je crois qu'on fait une erreur quand nous discutons, on débat la question de le problème de la pandémie, qui c'est avoir les traitements, avoir les hôpitaux, mais dans une pandémie, c'est aussi d'entendre, de comprendre ce qui circule dans l'environnement. Et ça, c'est différent de l'assistance médicale. C'est la recherche écologique, savoir en Amazonie, je travaille là, ce qui circule, la malaria, il y a plusieurs pathogènes. Et ça fait longtemps qu'au Brésil, dans l'Amérique latine et presque, je pense qu'aussi en Europe, il n'a plus d'expertise pour savoir qu'est-ce qui circule dans l'environnement. Et ça, c'est l'expertise en Asie, les pays asiatiques. Je pense que là, ils font beaucoup de recherches sur ça. Bon, excusez-moi, mais je voudrais savoir un peu plus les groupes qui travaillent au Pérou et les États-Unis, cette différence entre assistance médicale et santé publique. Merci, Marcia, pour la réponse et pour la question. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ce qui a été dit sur le Brésil par rapport à la question d'Arthur. Sinon, Arthur et Marie, vous pouvez répondre. D'accord. Bah, merci beaucoup déjà pour vos présentations. Un peu comme Arthur, moi je connais très très mal le cas du Brésil, mais je vois aussi des similitudes avec le territoire états-unien se dessiner sur la question de la gestion, sur la question du burn-out du personnel hospitalier. Ça a beaucoup été évoqué aux États-Unis. On a même parlé de formes de PTSD. Moi, là-bas, je travaille sur les personnes handicapées, donc c'est un sujet, la santé mentale, qui m'intéresse beaucoup. Pour essayer de répondre à votre question sur la distinction entre l'assistance médicale et la santé publique, je pense, et ça recoupe un peu, mais je veux pas anticiper sur le Pérou, mais en tout cas sur les États-Unis que je connais un peu mieux. Je pense que ça recoupe ce que je disais sur l'idée que les États-Unis sont en retard par rapport aux grandes puissances occidentales, et je suis d'accord, en retard aussi par rapport maintenant aux puissances asiatiques. C'est vrai que la santé a longtemps été très négligée aux États-Unis par rapport à l'éducation, par exemple, ou à l'apport ou au travail, qui est un thème central de la vie des Américains. Et donc, si j'ai bien compris, vous cherchez à savoir, parce que pour vous, l'assistance médicale, c'est vraiment comment on soigne les personnes au quotidien, donc comment on leur administre des soins de santé, finalement, respiratoires, etc., par exemple, dans le cas du Covid, par rapport à la santé publique, qui serait une réflexion plus large sur qu'est-ce que c'est que la santé d'une nation, comprise dans les institutions et la façon dont les institutions peuvent anticiper des crises. Est-ce que c'est ça ou pas, ou alors parce que si c'est ça, oui, les États-Unis ont
ont été un très mauvais élève, je pense là-dessus. Et c'est dû à des années de sous-investissement dans ces sujets. Et ça c'est issu malheureusement, enfin c'est comme au Brésil, je pense, et comme au Pérou, c'est des volontés politiques qui font qu'on va moins investir dans des systèmes. Et aux États-Unis et au Pérou, ça s'est aussi manifesté par le fait qu'on s'est beaucoup appuyé sur des systèmes privés plutôt que de renforcer des institutions publiques qui pourraient anticiper ces formes-là. Et le constat aujourd'hui, il est dramatique et je pense qu'il parle de lui-même. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que si Arthur veut compléter sur le cas péruvien. Oui, assez brièvement, voilà, j'ai un peu compris la question dans le même sens que toi, Marie. En ce qui concerne le Pérou, voilà, on a effectivement, j'évoquais le manque d'investissement dans les questions de santé. Alors, je ne suis pas spécialiste de la manière dont fonctionne au Pérou la recherche, notamment en sciences de la Terre ou en biologie, etc. Il y a évidemment certains secteurs assez spécialisés qui permettent voilà, d'étudier certains phénomènes. Après, effectivement, le Pérou n'investit pas particulièrement de manière générale dans la recherche, alors encore moins dans les recherches en sciences humaines que dans les sciences de la Terre, etc. Mais effectivement, on a quand même, voilà, il y a un manque d'investissement et sur la prise en charge globale. Evelyne Mesclé parlait un petit peu hier des questions, voilà, l'accent est souvent mis sur la gestion des risques face à des possibles tremblements de terre, face à des phénomènes comme El Niño, etc., qui ont aussi des conséquences de santé particulièrement importantes. Quand on a des débordements d'eau, etc., ça génère un certain nombre de problèmes. Il y avait la question de la dengue qui s'est posée juste avant l'arrivée du Covid, qui recommence à se poser actuellement. Mais en général, c'est souvent par réaction que se produisent les politiques publiques dans ce domaine-là. C'est-à-dire, on a une épidémie de dengue qui apparaît, et ben on va faire des fumigations, on va essayer de traiter le problème, mais il y a relativement peu, en tout cas moi, pour connaître bien certaines régions de province où justement actuellement il y a des cas de dengue, il y a très peu de prévention sur comment est-ce qu'on va gérer les cours d'eau pour éviter justement qu'on ait de l'eau stagnante, la gestion des eaux usagées qui est extrêmement mauvaise dans certains endroits qui justement sont particulièrement propices au développement d'épidémies comme la dengue ou d'autres épidémies. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas une approche globale, en tout cas, des questions de santé publique, ou en tout cas, il y a beaucoup de défauts dans ce domaine-là. Aussi, le fait qu'il y a beaucoup de spécialistes, et on l'a vu dans le cadre actuel du Covid, il y a beaucoup de spécialistes péruviens qui travaillent actuellement à l'étranger. Un spécialiste qui intervient régulièrement sur les plateaux télé, qui travaille pour le gouvernement en Angleterre. Le gouvernement anglais en Angleterre. Donc voilà, on est quand même face à une situation compliquée. Le Pérou a très peu de spécialistes. En plus, la plupart de ces spécialistes sont partis à l'étranger. Donc voilà, on est aussi face à ces questions-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? François Michel voudrait poser une question. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le concept de nécropolitique, qui me paraît très intéressant dans le cadre de la Covid et particulièrement dans l'échantillon des pays qui sont représentés. Et cette question pourrait amener non seulement les intervenants de cette table ronde, mais éventuellement d'autres participants à s'exprimer. Donc la nécropolitique, c'est l'idée qu'au-delà de ce qui vient d'être décrit par Arthur ou par Marie, c'est-à-dire des trous dans la raquette, on va dire, c'est-à-dire des systèmes qui sont inefficaces, qui sont mal pensés, des choses auxquelles on n'a pas réfléchi, il y a derrière l'idée que l'État, en fait, naturalise certains décès et l'idée que finalement, il est normal, pour le dire vite, il est normal que les pauvres meurent plus tôt et donc il n'y a pas nécessairement besoin d'y remédier, c'est simplement un fait de la vie. Et c'est tout à fait ce qu'on a entendu tant de Donald Trump que du président Bolsonaro au début de la crise. C'est il y a une épidémie, des gens meurent, voilà, c'est comme ça, ils étaient vieux, ils étaient plus fragiles, c'est la main de Dieu, voilà. Et donc cette idée rejoint quand même quelque chose qu'on entendait déjà avant, particulièrement au Brésil, mais c'est le cas aussi aux États-Unis. Et justement, ma question serait de savoir si c'est valable pour les autres pays. Ce discours était déjà naturalisé, par exemple, sur la violence dans les quartiers difficiles, dans les favelas au Brésil, où oui, il y a 60 000 morts par an, qu'est-ce que vous voulez, ces quartiers sont violents, c'est comme ça.
Et donc, ce concept de nécropolitique, voilà, je voudrais savoir si les différents participants qui sont autour de la table le trouvent pertinent et s'il correspond à quelque chose qu'ils voient dans d'autres pays, notamment que le Brésil, où il est particulièrement, je trouve, évident et surtout en ce moment, ou si, au contraire, ça ne leur paraît pas pertinent, c'est possible aussi. Je vais essayer, peut-être je ne vais pas tout à fait répondre, mais je vais poser d'autres questions. Mais je pense qu'on en a commencé. J'étais en France, j'étudiais en 2004, 2005, j'étais en France, j'étudiais les réseaux sociaux. Quand on a commencé avec les théories des réseaux sociaux à la fin des années 90, 2000, on a commencé à comprendre qu'on pourrait utiliser l'idée des réseaux sociaux pour comprendre la société depuis longtemps. Avec l'idée, la notion, on dirait, plutôt qu'un concept de nécropolitique, nous, on a été menés à penser que ces cadres théoriques qui veulent pas seulement que les gens devraient mourir, ils vont mourir parce qu'ils étaient vieux, non. Ici au Brésil, on a été démontré qu'on a des politiques pour favoriser les contagions. Si vous prenez, il faut lire les rapports des CPDIS, il est très intéressant parce qu'il montre qu'il y a une montée, une progression calculée pour faire que les gens ils soient exposés aux contagions. Donc, les autres questions par rapport au coup de populisme que le président y fait et tout ça, les questions qui jouent avec la masculinité, bon, c'est vous utilisez des masques, si vous prenez soin, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des faibles et des choses comme ça. Ça joue dans l'esprit des gens des classes populaires. Aussi, les questions du paradoxe entre vous voulez travailler pour manger, ou vous restez à la maison et vous crevez de faim. Donc, il y a dans les esprits et dans une politique intentionnelle du gouvernement qui vise à empêcher la protection dans un cadre de santé collective. Le déni de la science, c'est un élément de plus dans ça. Donc, on a effectivement des politiques tournées vers les contagions. Ce sont des politiques de la mort. Donc, il faut bien comprendre, il faut dire comment les choses elles sont et comment ça se passe. Ce qu'on est en train de réfléchir, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin dans la compréhension, dans l'utilisation de ces cadres théoriques, si vous voulez. Est-ce qu'on peut penser le système colonial comme un modèle nécropolitique aussi? Est-ce qu'on peut aller là? On ne sait pas encore. On n'a pas encore. On y travaille. Mais on pourrait se demander, c'est possible. Hein? On a été victime des exploitations historiques. Ça n'est pas fini, ça continue. Hein? Mais là, c'est vrai qu'on vit dans un cadre assez singulier, je pense, dans le monde. C'est pour ça que j'estime que le cas brésilien il va falloir étudier pendant longtemps encore, parce que avec le démantèlement qu'on a ici dans les financements, dans les ressources, dans la précarisation du travail universitaire, on aura besoin de partenaires en dehors du Brésil pour réussir à bien mener nos recherches, parce que là, on arrive à bout de souffle. Et en plus, ce qui est plus paradoxal pour nous, nous, on est sur place. Donc, on vit cette réalité, c'est presque une réalité parallèle, parce que tout ce qu'on voit dans la science, le gouvernement, il fait le contraire. Et comme a bien remarqué Marcia, les gens y croient. On a 30% de la population liée à des réseaux religieux plus moins favorisés qui sont pour ça, qui
ils partagent des messages sur des réseaux WhatsApp avec des choses qui n'ont aucun sens, mais qui pour eux, ça dit quelque chose et c'est un moyen de renforcer ces liens. Donc, c'est vraiment une situation tragique. Martial a des espoirs. Moi, je pense qu'on ne peut pas sortir. On tourne en boucle. On n'arrive pas à s'en sortir. Je ne vois pas d'horizon. Marcel va me tuer, mais je ne vois pas d'horizon pour sortir de ces paradoxes-là qui a été créé. Bon, c'est ça que je peux contribuer. Je n'ai pas essayé de répondre, François, excusez-moi, mais c'est des réflexions que je voulais faire, que tu m'as provoqué avec tes réflexions. Merci. Je ne sais pas si Marcia veut complémenter rapidement la réponse, parce qu'on a d'autres questions avant de passer au débat général. Je vais ajouter très rapide une chose. Bon, Tom Jobim, les chanteurs, fameux chanteurs au Brésil, il a dit que le Brésil, ce n'est pas pour les principiants. Débutants. Ouais. Débutants. Et ça, c'est une chose intéressante suivant ce que Daniel a dit. Eh bien, je suis d'accord dans un point de la nécropolitique, mais je vais renforcer ce que j'ai dit avant. Les discours du président, il y a des adhérents. Il parle à une population qui croit dans ce qu'il dit. Ça, la politique, c'est comme ça. Il y a des électeurs, les politiques, il va prendre des votes pour cette population. Et il y a une autre chose intéressante, que en premier, c'est la contradiction entre les services publics et les services privés au Brésil qui est très fort, la dispute entre cette catégorie. Et ce n'est pas une catégorie seulement liée à la classe sociale. C'est plus hétérogène. Et aussi, il y a une autre chose qui, je pense qu'il existe seulement au Brésil. Notre système public de santé, nous avons la couverture universelle, mais aussi, en dedans du système, nous avons des principes de la biomédecine, le système basé en faits scientifiques, la biomédecine, et aussi avec les médecines alternatives et complémentaires. Alors, vous pouvez avoir des médecins qui font des cures avec les mains, des choses un peu plus alternatives, liées aux médecines, la biomédecine. Et cette contradiction qui existe en dedans du système officiel peut expliquer pourquoi il y a des médecins au Brésil qui aussi défendent la hydroxychloroquine, ivermectine, des médicaments qui sont sans effet au lieu de la biomédecine. Ça veut dire que oui, il y a les présidents qui parlent sur ce type de médicaments, mais aussi il y a des médecins et des gens qui sont formés à l'université avec les principes de la science qui défendent aussi ce type de médicaments. Et ça, c'est pour moi la contradiction un peu plus difficile de comprendre au Brésil. Je ne sais pas au Pérou s'il existe ce type de médecine traditionnelle ou alternative qui vit ensemble avec les biomédecines, les scientifiques. Merci. Robert Boyer, vous aviez aussi envoyé une question écrite. Je ne sais pas si c'est la même que vous... Oui, j'en ai une autre aussi. Donc, je peux reformuler la question suivante. Oui. La nécropolitique s'oppose à la biopolitique de Foucault. Et ça supposerait que c'est une rhétorique destinée à justifier la distribution très inégale de la mortalité. Là, moi, je fais référence au cas de Mexique, je connais bien. AMLO dit les gens pieux ne vont pas périr de la Covid. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect-là? Et le concept, par contre, de capitalisme pandémique nous montre que les conditions actuelles des abattoirs, tant en Allemagne d'ailleurs qu'au Brésil, créent à travers la migration
et les conditions de vie de ces migrants, les propagations. Alors, vous voyez bien ma question, est-ce que votre exposé est très séparé? Une partie rhétorique, une partie de genèse. Du coup, la question toute simple que je me pose, n'y a-t-il pas complémentarité? Le discours sur l'inéluctabilité des classes faibles, je vois même une pointe d'eugénisme déguisée sous la forme de machisme, n'est-il pas le silence fait sur les mécanismes qui les engendrent? Sur l'exposé Pérou-États-Unis, moi je voudrais que vous contextualisez au moins dans 3 matières. Vous savez, 17% de dépenses des santé aux États-Unis, ça vient de la pression de l'innovation médicale, des hôpitaux, des riches, des droits de propriété et des juristes là qui font pression pour augmenter les dépenses publiques. Alors que j'ai l'impression, vous voyez, dans le cas du Pérou, c'est sous la demande de légitimité des gouvernements face à la mortalité que l'opinion publique demande la croissance. Donc, vous voyez, il y a un élément très, très important. Et la différence entre 7% et 17% nous illustre là. Le deuxième élément, c'est que moi, je viens de vérifier les statistiques. L'espérance de vie au Pérou augmentait. Alors que ce que nous montrent les travaux d'Angus Deaton et sa collègue, c'est que pour les Blancs peu éduqués, depuis 5 ans, il y a une baisse de l'espérance de vie. Donc, si vous voulez, attendez, du coup, les circonstances sont, l'un, c'est vraiment un système très dispendieux de pays riches qui n'arrive même plus à satisfaire ces éléments, et l'autre, un système qui est en retard du fait des crises répétitives du Pérou, malgré l'accélération de la croissance. Et la troisième différence, c'est que quand même, l'informalité pose un gros problème de couverture universelle, puisqu'il faut trouver une fiscalité générale, puisque ce n'est pas la contribution sociale qui peut payer la couverture sociale. Du coup, vous voyez bien que les riches dans les pays latino-américains s'opposent au financement de la santé. Donc, alors que vous avez vu qu'aux États-Unis, tant Trump que Joe Biden ont largement indemnisé les ménages américains pour qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté. Donc, est-ce que vous n'avez pas intérêt à étendre le contexte, si vous voulez, parce que voilà. Et alors, dernière question, c'est la question du mode de vie. Moi, je suis assez convaincu par la conception de Jean-Paul Gaudrière sur la synépidémie, au sens de le mode de vie est tellement iatrogène qu'aux États-Unis, c'est lui presque la principale cause de mortalité. Vous voyez, un problème qui est à nouveau un élément très intéressant, à mon avis, de regarder qu'en est-il de même des modes de vie dans le cas de l'Amérique latine. Mais merci pour vos exposés très stimulants. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre? Qui veut répondre? Donc, il y a une question pour Daniel, je pense la première peut-être. Ok, je vais réagir. Je ne sais pas si je vais répondre encore une fois. Cette idée de cette notion de la nécropolitique, bien sûr qu'elle est dérivée de l'idée de Foucault, de la biopolitique, du contrôle des corps, mais plutôt tournée vers les contrôles de ceux qui peuvent vivre. J'ai pas écrit, j'ai écrit sur cet article-là, mais l'année dernière, le 7 avril 2020, a été publié sur un essai que j'ai fait sur les réseaux de l'IMPOX, c'est l'Association nationale de post-graduation en sciences sociales ici au Brésil. Un dossier un peu comme les blogs que vous avez, les Covidans, qui c'est les sciences sociales et les coronavirus, qui a été des collègues de l'IMPOX, des professeurs qui sélectionnaient les textes. Et là, je parlais déjà que c'était une tragédie annoncée parce qu'on voyait des politiques précédentes qui ça a été des politiques tournées vers l'exposition de la population, la libération des armes, que je n'ai pas parlé avant, des agrotoxiques, d'autres types de politiques qui menaient à la compréhension qu'on était en train de faire les couches populaires chaque fois plus exposées, qu'on a réduit les financements de la santé. Martial a bien dit, on a le système unique de santé au Brésil, qui c'est énorme, il est agile. À l'époque de Lula, on pouvait vacciner des milliers de personnes et tout ça, mais là, il a été, encore une fois, avec des financements réduits et toutes les questions qui sont venues avec. Quand on n'a pas de volonté politique, là, on est en train de faire, il y a dans les Sénats, au Parlement brésilien, ils sont en train d'ouvrir, hier même, ils ouvraient comment je vais dire, c'est un procès pour faire des investigations sur les présidents, sur ses actions lors de la pandémie.
Et donc, ils sont en train de dire que pendant 11 fois, il a nié de s'acheter des vaccins. Donc, vous avez une intentionnalité qui mène à penser à une politique de la mort. Et donc, dans ces cadres-là, comme Mbembe, il parle de la nécropolitique, il est en train de parler des pays d'Afrique avec des systèmes, avec des conflits armés. Mais bon, ici au Brésil, on a des conflits qui sont historiques aussi dans des favelas, mais là, on a des politiques institutionnelles lors d'une pandémie. Donc, selon notre contrat social, l'État, il devrait protéger ses citoyens. Et là, on a un cadre d'exposition au virus avec un but d'immunisation collective qui n'arrive jamais. On arrive à 400 000 morts officiels, donc c'est scandaleux quelque part. Donc, comme il y a des soutiens du Congrès et du Sénat, on n'arrive pas à démanteler. Il y a plus de 100 procès d'impeachment pour l'empêcher de continuer à gouverner. Il n'y en a aucun qui a été analysé. Donc, la démocratie, elle marche, mais nos institutions, elles manquent un peu d'agilité, je dirais, parce qu'on a des chiffres qui sont vraiment inacceptables. Merci. Et Arthur et Marie, il y avait une question pour vous, je pense. Oui, bon, très bien. Alors, sur la nécropolitique, je ne vais pas revenir en détail parce qu'effectivement, ce n'est pas des concepts que je maîtrise exactement, mais en tout cas, moi, ça me paraît assez stimulant. Il y a 2 points éventuellement, en tout cas dans le cadre de la pandémie, qui pourraient être intéressants à ce sujet-là si on ne s'intéresse qu'aux questions de santé, parce qu'après, il y a les questions de mort pour les conditions de vie, ou voire de mobilisation sociale entre la province, des régions éloignées et Lima, qui serait très intéressant sur la vision générale qu'on peut avoir de la mort au Pérou depuis l'État. Moi, je pense que la situation était en train d'évoluer. En tout cas, il y avait de plus en plus, c'est un peu ce que j'essaie de montrer, la tolérance aux inégalités face à la mort était de moins en moins acceptée. Et là, avec la pandémie, elle l'est moins. Je me souviens d'un événement qui est passé il y a 2-3 ans avec un accident de voiture dans un quartier aisé de Lima, où la dame responsable de l'accident de voiture a été transportée à une clinique privée et a été soignée dans les meilleures conditions. Et les 2 jeunes qui étaient des jeunes sans travail, qui venaient à peine de sortir d'un entretien de travail, qui étaient de classe relativement populaire, qui ont, eux, été envoyés dans des hôpitaux publics situés à des extrêmes de Lima et qui sont décédés en chemin, qui avaient provoqué pas mal de scandales. Ça et d'autres choses. Donc voilà, je pense que la pandémie contribue à l'orienter. Après, il y a la question de l'accès, de la place du privé dans la gestion de la santé. Ce que j'évoquais sur les cliniques privées, etc., on l'a retrouvé aussi un petit peu dans l'accès aux vaccins. Il y a pas mal de débats aujourd'hui sur est-ce que le privé doit importer les vaccins, est-ce que c'est tolérable que les classes les plus aisées puissent aller se faire vacciner aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de personnes, dont des candidats présidentiels, qui sont allés se faire vacciner aux États-Unis avec leur argent. Et disons que ça met aussi en évidence le fait que, en tout cas, il y a eu une tentative de la part d'une partie de la population d'essayer de légitimer finalement un accès inégal à la santé, en disant, ben voilà, s'ils ont les moyens, laissez-les se vacciner, au moins ça fera déjà ça de personnes sauvées, entre guillemets, en oubliant totalement voilà, les inégalités d'accès au vaccin qui pourraient se faire si les privés notamment importaient et se mettaient à vendre des vaccins. Donc voilà, là c'était juste pour la réflexion. Et sur les éléments de contextualisation proposés par Robert Boyer, moi je suis totalement d'accord. Alors effectivement, sur le cadre de l'augmentation des dépenses de santé au Pérou et des pressions pour l'augmentation, effectivement il y a la demande de légitimité de la part de la population pour notamment les gouvernants. Et je pense que la manière dont a travaillé Martín Vizcarra, qui était l'ancien président, était assez tournée là-dedans. Lui, il était dans un conflit politique très fort face au fujimorisme et au Parlement. Et il s'est beaucoup appuyé sur la population pour essayer de légitimer justement son gouvernement et les questions de santé. L'universalisation du SIS, de l'assurance intégrale de santé, est entrée en partie dans ce cadre-là. Après, il y a aussi une deuxième dimension, c'est pour ça ce que j'évoquais sur les plans des candidats et notamment de la candidate de droite.
dans l'augmentation des budgets santé, il y a aussi une pression qui peut se faire de la part, et ça on l'a vu dans divers domaines depuis plusieurs années, une pression de la part de certains groupes privés, qui notamment dans le domaine de la construction, qui sont intéressés à la construction d'hôpitaux sur le modèle de partenariat public-privé. Et ça, c'est des pressions qu'on retrouve c'est particulièrement important au Pérou depuis une dizaine d'années. Et dans l'équipe de gouvernement de Keiko Fujimori, il y a des personnes qui sont les principaux promoteurs de ces partenariats public-privé. Donc voilà, la question de santé, on pourrait aussi retrouver une inégalité entre public-privé dans ce domaine-là. Effectivement, ça mérite beaucoup de développement. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps ni la place dans ce cadre-là. Donc voilà. Et sur la question de l'espérance de vie, j'avoue, j'ai moins d'éléments, donc je donnerai juste 2-3 dimensions très générales. C'est vrai que notamment, ça a beaucoup été réduit pour les populations les plus pauvres. C'est notamment parce qu'il y a eu des politiques. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des politiques de santé, mais il y a eu des politiques focalisées sur la lutte contre la mortalité à la naissance, qui a effectivement du coup contribué à beaucoup augmenter l'espérance de vie, notamment des populations les plus pauvres. Voilà, donc mais effectivement, je prends note de ces données qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, très, très brièvement. Merci beaucoup, Arthur. Marie, quelques mots oui, je vais compléter. Je vous remercie pour ces remarques et pareil sur le nécropolitique, je vais pas revenir, même si je trouve le concept intéressant. François-Michel Le Tourneau parlait d'élargir ce concept à d'autres pays. C'est récemment sorti dans la presse britannique le discours un peu semblable de Boris Johnson, celui de Donald Trump ou de Bolsonaro sur « je préfère voir les corps s'empiler » plutôt que de mettre en place un troisième confinement, lockdown. Et puis, je pense même plus proche de chez nous en France, au fait qu'on se soit tous habitués collectivement à ce qu'il y ait 300 morts en France. Enfin, je lisais dans un article du Monde, je crois, qui expliquait que c'était l'équivalent d'un crash d'un Boeing chaque jour, en fait, quotidiennement, et de voir Olivier Véran ou Jean Castex venir nous annoncer comme ça, de façon assez solennelle, le nombre de morts. Parce qu'effectivement, collectivement, on s'est tous habitués à cela et c'est assez dramatique et ça pose des questions. Et effectivement, aux États-Unis, ça a été le cas aussi, et je pense que dans une certaine mesure, ça peut s'appliquer à ce cas-là. Je vais, comme Arthur, effectivement, on n'a pas pu creuser tous les éléments de contexte, mais j'en prends note évidemment aussi. Et oui, la comparaison, elle a ses limites entre le système états-unien et le système péruvien, parce que les États-Unis sont une des plus grandes puissances mondiales, donc par définition, les structures sont plus développées. Et je note la référence aux morts du désespoir de Angus Deaton et Anne C. Case, qui effectivement invitent à aller voir du côté, oui, alors des modes de vie. Juste peut-être rapidement pour ceux qui connaissent pas, c'est un ouvrage qui est paru en 2019, si je me trompe pas, et qui porte sur la crise des opioïdes aux États-Unis, qui touche majoritairement les populations blanches, les hommes des États du Midwest et du Sud qui connaissent une hausse de la mortalité. Et pendant longtemps, on n'a pas su l'expliquer et eux expliquent que c'est dû à cette fameuse crise des opioïdes, c'est-à-dire des gens qui se sont habitués à prendre des médicaments et qui finalement deviennent accros et finissent par faire des crises d'overdose ou se suicident. Et donc, c'est leur fameux mort du désespoir. De façon intéressante, moi, j'ai assisté, c'est pour ça, à une conférence de Anne C. Case récemment. Les deux auteurs, eux, ne sont pas pour la mise en place d'un Medicare for All ou d'une couverture santé universelle aux États-Unis. Pour eux, c'est pas la solution. Et pour eux, le problème, et ça rejoint ce que vous évoquiez, c'est le poids de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis et le monopole de l'industrie pharmaceutique. Effectivement, ça, je l'évoque rapidement dans le papier, mais là, j'ai pas pu détailler. L'un des gros problèmes des États-Unis, c'est le lobbying de cette partie-là de l'industrie qui est énorme, qui pèse en milliards de dollars, qui est un lobbying très efficace à la fois au Congrès et au Sénat, et aussi auprès de la population. Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui ont eu la chance de voyager aux États-Unis. Moi, c'est la première fois que j'y suis allée, c'est ce qui m'a frappé, c'est le nombre de publicités qu'on vous montre, que ce soit sur votre ordinateur ou à la télévision, pour 1000 médicaments, et on vous énonce en même temps 1000 effets secondaires assez effrayants. Donc, c'est assez paradoxal, et pourtant, on vous vend ça comme la recette miracle. Et pareil, dans les pharmacies, ce qu'ils appellent les pharmacies, ces rayons entiers de pilules, de vitamines assez effrayants quand on est français et qu'on se limite au Doliprane, peut-être comme moi, qui montrent que effectivement c'est un des plus gros obstacles, en fait, je pense,
à la mise en place justement de cette couverture santé universelle. C'est-à-dire que le combat, il est aussi à mener contre ces acteurs-là. Et on le sait, aux États-Unis, l'économie est très importante et généralement privilégiée par rapport à tous les autres secteurs, comme l'éducation qui s'est complètement effondrée, par exemple. Donc effectivement, oui, il faut mener des analyses plus fines. Après, moi, comme Arthur, je ne suis pas spécialiste des questions de santé directement. Moi, j'étudie les populations handicapées aux États-Unis qui ont été très touchées par la pandémie et pareil, dont on tolère un taux de mortalité assez élevé. Vous évoquiez l'eugénisme. Il y a eu des politiques eugénistes aux États-Unis jusque dans les années 70. On tend pareil à l'oublier, mais c'est le cas. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est des enjeux qui demandent d'avoir des perspectives plus larges et de prendre en compte tous les acteurs qui sont impliqués. Maintenant, un peu comme Arthur, je pense qu'on a essayé de montrer qu'il y avait des dynamiques sociales qui commençaient à se créer, que le Covid a cristallisé. Moi, je préfère... vous avez été optimiste sur le Brésil, je préfère être aussi optimiste sur les États-Unis et penser qu'ils vont enfin régler, parce que c'est un de leurs principaux problèmes en fait. Et vous parliez pareil de leur mode de vie. Aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes d'obésité, d'alcoolisme, on a dit de drogue, en référence aux travaux de Nancy Case et Angus Deaton. Et à l'échelle individuelle, c'est des véritables enjeux. Il y a des gens qui doivent se poser la question entre se payer à manger, se payer une assurance santé. Quelque chose que nous, en France, avec la Sécu, par exemple, c'est une question qu'on se pose un peu plus rarement, même si nos systèmes de santé tendent à s'effondrer et de couverture tendent à s'effondrer aussi progressivement. Mais donc voilà, j'espère avoir répondu un peu à vos questions. Et merci pour les remarques, en tout cas. Merci beaucoup. Je vais juste dire au public qu'on ne vous a pas oublié. Hein. Il y a le débat entre les intervenants est très riche. Donc, et j'ai eu peu de questions du public, donc n'hésitez pas à les poser. On va passer à vos questions dans quelques minutes. Hervé? Oui, ça va être assez rapide. D'abord, pour remercier les collègues brésiliens d'avoir fait l'effort de parler français. Obrigado, gente. Et ensuite, pour dire que ce que je peux essayer de contribuer, ce n'est pas tellement sur le débat sur la nécropolitique, on est peut-être moins théorique en France qu'au Brésil, et on est un peu plus pragmatique. Mais je voulais signaler que la revue que je co-dirige, a essayé de contribuer à sa façon à l'effort des sciences en général, des sciences sociales en particulier pour le Covid. Et on a déjà publié une série d'articles sur essayer de rechercher un peu les déterminants sociaux et l'organisation spatiale, puisqu'on est géographe, du Covid. Dans les numéros précédents de la revue Confins, ce que vous voulez, il y a déjà des articles qui peuvent vous intéresser sur les relations entre inégalité et diffusion du Covid. Donc ça peut alimenter de façon un peu pragmatique le débat qu'on a eu. Par contre, ce que vous ne pouvez pas connaître, c'est des articles à paraître, et on a 8 articles à paraître dans Confins. On va en faire sans doute un dossier spécial, des recherches plus pointues de contributions en sciences sociales, plus particulièrement en géographie, dans la lutte contre le Covid. On ne peut pas développer un nouveau vaccin, mais on peut au moins essayer de chercher dans notre domaine ce qu'on peut faire d'utile. Il y en a un en particulier qui peut intéresser aussi bien Daniel Granada que Marcia Grisotti, qui montre la coïncidence avec les abattoirs de porcs. C'est des collègues du Santa Catarina, exactement, et de São Paulo qui ont fait un article qui s'appelle Correspondência espacial entre a suinocultura intensiva e a incidência de Covid no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos, de Larissa Bombardi, Pablo Nepomuceno et Mofri Big. Ça va probablement vous intéresser. Et ça devrait sortir en septembre, mais si vous voulez le manuscrit, je peux demander aux auteurs qui vous le passent ou qui m'autorisent à vous le passer. L'autre, et c'est beaucoup plus tôt, c'est début juin, il y aura un numéro spécial, un numéro d'Hérodote entièrement consacré au Brésil, début juin, qui contraint un certain nombre d'articles, dont un de François Michel sur la situation des Indiens face au Covid. Mais il y en a aussi un qui est de moi, je suis désolé de parler de moi, qui s'appelle « L'épidémie de Covid-19 révèle et aggrave les inégalités », qui rejoint exactement la préoccupation présentée par Marcia Grisotti. Donc, je me sens très libre de faire de la publicité puisque c'est une revue gratuite et en ligne, donc je n'ai rien à gagner. Je ne fais pas du lobbying pour ma revue.
et donc ça peut vous intéresser. Je pense que c'est une voie intéressante d'essayer de repérer quelles sont les conditions dans le mode de vie, dans les différences d'habitat, dans les revenus, bien entendu, et dans toutes sortes de conditionnements qui montrent la coïncidence entre le nombre de gens qui tombent malades et qui meurent du Covid et d'autres facteurs sociaux. Je ne sais pas s'il y a une politique délibérée derrière, je n'ai pas les éléments pour le dire, mais en tout cas, on peut essayer de mesurer très sérieusement ce qu'on est. Comme disait le physicien anglais britannique Rutherford à la fin du 19e siècle, vous ne pouvez pas changer une situation si vous n'avez pas d'abord mesuré. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup Hervé pour ces annonces et ces commentaires. Donc on va passer à la dernière question de la table, donc d'Evelyne Mesclier, et ensuite je vais prendre les questions du public. Merci beaucoup, merci Claudia, merci beaucoup aux intervenants pour ces interventions très intéressantes. Ma question tourne autour de quelque chose qui vient d'être évoqué par Hervé, aussi de la question des inégalités, mais plus exactement de la valeur qu'on accorde à l'égalité dans les pays dans lesquels vous travaillez, sur lesquels vous venez d'exposer. Parce qu'en fait, ça me semble plus compliqué que ça. Et je pense que Marcia, avec sa question, soulignait un peu aussi ce point. En fait, est-ce que c'est vraiment l'égalité qui a semblé important aux gens au début de la crise? Est-ce que c'est vraiment pour des questions d'inégalité qu'on s'est dit, voilà, il faudrait un système de couverture universelle où il faut donner plus de budget? Alors peut-être la couverture universelle, mais est-ce que donner plus de budget au système de santé, est-ce que c'est vraiment un souci d'égalité? Est-ce que ça se pose dans ces termes-là? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de rapport entre le privé et le public? C'est là que je rejoins Marcia plutôt, qui est beaucoup plus complexe que de dire, voilà, il faut renforcer le système public et faire que tout le monde ait accès à égalité à ce système public. Alors qu'il me semble que dans beaucoup de cas, en fait, la question qui est la façon dont les politiques, mais aussi les électeurs voient ce problème-là, c'est comment combiner le public et le privé pour qu'on ait une certaine efficacité. C'est la vision, si je puis dire, néolibérale peut-être qui s'est imposée, mais j'ai l'impression qu'elle est très très forte et que la réponse n'est pas toujours aussi simple. Alors, je pense que dans le cas du Pérou, justement, par exemple, et Salou, on peut le voir comme un problème, mais ça a été aussi une sorte de progrès parce qu'en fait, les entreprises privées payent pour leurs travailleurs et leurs travailleurs ont accès à un meilleur système de santé que la couverture universelle. Et je pense que les gens peuvent le voir aussi de ce côté-là. C'est leur penser, voilà, c'est bien parce que l'entreprise privée nous permet d'avoir accès à un meilleur service. Bon, je rappelle aussi le poids immense de l'industrie pharmaceutique et je pense que dans l'histoire de la crise de l'oxygène, en tout cas au Pérou, il y a eu beaucoup cet aspect-là aussi de la relation entre public et privé, des normes qu'on avait fixées aux entreprises privées qui ont fait qu'en fait l'oxygène était devenu un quasi-monopole alors qu'il y avait plusieurs entreprises qui fabriquaient de l'oxygène et ce sont des petites entreprises privées de fait qui ont essayé de pallier ce problème. Donc voilà, donc il me semble que ce rapport public-privé est plus compliqué et appelle aussi à réfléchir à pourquoi effectivement des électeurs ou les habitants du Brésil, du Pérou ou des États-Unis peuvent ne pas penser que l'égalité est le plus prioritaire. Et puis le deuxième point très rapidement, c'est qu'il me semble aussi qu'il y a une temporalité de ces réactions face à la pandémie. Et c'est vrai que si au début de la pandémie, on a pu dire notre modèle ne vaut rien, puis la preuve c'est qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux, les choses ont pu évoluer aussi au cours de la crise. Donc voilà, je voulais vous poser un petit peu la question sur ces deux aspects. À tous, il y aura tous les intervenants en fait. D'accord. Est-ce que je peux commencer? Oui, allez-y Marcia. Merci Evelyne pour les questions. En première, bon, au Brésil, et j'imagine à tout le monde, quand il y a une épidémie, il y a un état d'émergence. Et le gouvernement central, il peut envoyer l'argent, les ressources financières pour soutenir les mesures de santé. Alors, ça arrivait au Brésil.
les problèmes, c'était le manque de coordination entre les divers niveaux régional, municipal et les gouvernements fédéraux. Et ça, c'est une première chose. Le problème, ce n'est pas nécessairement de l'argent pour la santé, mais comment la gestion de la pandémie a été faite au Brésil. Sur la relation publique-privée, ça c'est compliqué parce que, bien sûr, nous avons la couverture universelle d'assistance médicale. Quelqu'un au Brésil peut aller gratuitement pour avoir les traitements. Mais le problème, ce n'est pas l'accès aux services publics. Le problème, c'est la mesure, par exemple, comme le lockdown. Si les gouvernements mettent cette action, ou pas action, c'est de fermer tout, et il y a un problème économique. Et qui sont les personnes qui peuvent rester à la maison et quelles sont les personnes qui ne peuvent pas rester à la maison, même avec le support du gouvernement. Imagine en France, vous avez beaucoup de personnes, ils ont reçu de l'argent pour fermer les restos, mais imagine la dimension continentale du pays, 210 millions de personnes. Est-ce que c'est possible de donner l'argent, qui ce n'est pas une quantité minimum, on doit donner un peu plus que le gouvernement a donné ici au Brésil, mais c'est impossible, 200 millions de personnes. Et ça, c'est un problème. Et les gens, il y a beaucoup de manifestations publiques, des gens qui font à la rue en disant « Nous voulons continuer travaillant, nous voulons travailler ». Alors, ça, c'est le problème que j'ai remarqué, Evelyne. Ce n'est pas le problème de l'assistance médicale publique ou privée. Il n'y a pas de conflit au Brésil parce que quelqu'un peut avoir le système public, c'est un droit pour la Constitution. Le problème, c'est la mesure de santé publique, ça veut dire les mesures par exemple, les lockdowns, que les gens sont contre. Et ça, c'est un problème qu'on peut faire en relation avec les accidents, vous savez, les accidents de la barrage de Mariana à Minas Gerais. Il y avait un conflit, c'était un problème environnemental, mais c'est pareil, parce que les gens, les travailleurs, ils font de la rue, ils sont allés à la rue en demandant pour ouvrir l'entreprise de nouveau. Même avec tous les accidents, toutes les tragédies, mais nous préférons travailler que rester à la maison sans travail, sans l'argent. Et ça, c'est une chose importante pour remarquer que cet conflit qu'il existe et a détourné plus l'attente au Brésil, ce sont les relations entre les systèmes privés et publics, les gens qui travaillent dans le secteur du système public et les gens qui travaillent de façon autonome au privé. Et ce n'est pas nécessairement la discussion du néolibéralisme qui ça suffit pour comprendre cette situation. Elle est limitée pour comprendre ce qui s'arrive en fait dans la réalité brésilienne, je crois. Oui, complètement d'accord avec cette conclusion, bien sûr. D'autres réponses? Juste très brièvement sur le Pérou, sur les remarques de Evelyne.
Bon, effectivement, après, dans le cadre de ces présentations, le temps était limité. On a essayé effectivement d'aller sur les principaux points. La question de l'inégalité, de l'égalité, effectivement, dans l'augmentation des budgets, ce n'est pas forcément le domaine principal. La principale raison pour laquelle les gens demandaient à ce qu'on augmente les budgets de santé, c'est qu'on puisse tout simplement pouvoir être accueillis dans des hôpitaux, enfin les personnes qui sont accueillies dans les hôpitaux publics puissent ne pas mourir. Ils ne se posaient pas forcément la question de est-ce que je vais être mieux traité ou pas par rapport au système privé. Donc effectivement, c'est avant tout le fait de pouvoir être accueilli dans des conditions, voilà, et notamment la question des postes de santé qui sont les niveaux d'accueil les plus localisés dans le domaine, notamment des personnes qui ont le CIS, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément qui n'avaient même pas de médecins, qui n'avaient souvent que des infirmiers, qui n'avaient pas les traitements. Donc c'est notamment face à ça que les gens demandent une augmentation du budget et pas nécessairement en disant je veux être traité pareil que dans la clinique privée. Voilà, c'était un petit peu… effectivement, je pense que la question est plus complexe, de la même manière que le lien public-privé. Dans la phrase de fin où j'essayais d'ouvrir un petit peu le débat, je voulais absolument pas dire qu'il y a une remise en cause totale du système privé dans la prestation des services de santé, à la fois pour le personnel politique et pour la population. Mais disons qu'il y a quand même un certain nombre de tendances qui vont vers le fait que ce conflit, en tout cas public-privé, a été un petit peu exacerbé dans certains aspects. On l'a vu quand il y a eu la menace d'exproprier les cliniques privées. On l'a vu dans la question de l'accès aux vaccins, etc. Voilà, moi, je voulais juste souligner le fait qu'il y a un débat qui est peut-être plus important que ce qu'on a pu voir sur ces dernières années. Voir après la manière dont ça va évoluer, je doute qu'il va y avoir, en tout cas à court terme, une évolution radicale dans la manière dont la gestion publique et la gestion privée de la santé se gèrent. Et je pense qu'effectivement, on va continuer voilà, dans ce système où le privé assurera les personnes qui ont les moyens de se le payer, et après des mécanismes différents d'assurance pour à la fois Esaloud et le CIS. Je ne pense pas on n'ira pas vers une unification immédiate. Ce qui me fait effectivement penser, j'avais oublié de parler de la question de la formalisation. Voilà, ça met aussi en évidence ces questions-là, le fait que l'universalisation d'un système public de santé pose la question de l'accès, des cotisations et des sources de financement. Et ça avait d'ailleurs été l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes, notamment dans le ministère de l'économie et des finances, qui tient beaucoup les ficelles dans ce genre de politique, étaient contre l'universalisation des systèmes publics de santé. C'était en disant ça va décourager la formalisation. Personnellement, je ne pense pas que le fait de pouvoir avoir accès à un système de santé soit l'une des principales motivations dans l'accès à la formalisation. Ça fait quand même 20-30 ans que cette vision très coût-bénéfice de la formalité a été mise en évidence, et la formalité n'a pas été réduite, en tout cas pas par ces mesures. C'est principalement la croissance économique qui a réduit. Je ne suis pas spécialiste de l'informalité, mais les quelques travaux que j'ai pu consulter montrent que c'est la croissance économique qui a réduit l'informalité, et pas le fait d'avoir ces différences entre systèmes qui pourraient encourager à la formalisation. Voilà, j'espère avoir pu répondre. C'était un petit peu bref. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être… Marie, si vous voulez répondre, il faut que ce soit très, très court, parce que j'ai encore 2 questions qui sont ponctuelles, mais voilà, que je voudrais quand même que le public puisse avoir ces réponses. Et là, on a 5 minutes. Est-ce que je peux passer directement aux questions du public? Il y en a une pour vous, d'ailleurs, Marie. Sur les plans culturels et idéologiques, la COVID aux États-Unis pourrait-elle modifier l'idéal méritocratique protestant dans lequel le travail possède une valeur très forte, étant donné la catastrophe économique qu'elle a générée, et en montrant que les efforts individuels ne suffisent pas? Je vais essayer de répondre brièvement parce que je vois qu'on s'approche de… Oui, c'est ça. Et j'ai une autre question qui est ponctuelle aussi. Je pense que oui, mais je pense que c'est une succession de crises qui font que cet idéal, et c'est bien de préciser qu'il a été construit culturellement et politiquement aux États-Unis, va s'écrouler. Il y a eu le Covid avant, il y a la crise aussi de la dette étudiante
qui va exploser sous peu aux États-Unis. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font que collectivement, dans un monde où il y a de moins en moins de travail, ou même quand on travaille, ça suffit pas et ça suffit plus aux États-Unis depuis longtemps, font qu'effectivement l'éthique protestante va s'écrouler. Et puis il faut voir aussi que la population américaine change et que bientôt la majorité qui était la majorité WASP blanche protestante sera mise en minorité. Donc je pense que cet ensemble de facteurs font que effectivement cette éthique est amenée à se dissoudre au moins. Peut-être pas à disparaître totalement, mais à se dissoudre en partie. Merci. L'autre question, c'est pour Marcia Grisotti. Donc, c'est un juriste qui travaille en France sur les dérogations aux droits funéraires mises en place ici en France. Donc, l'interdiction des toilettes, donc de nettoyage des corps, ou des soins de conservation, donc la mise en bière, hein, dans les cercueils immédiats. Au Brésil, donc la question est, au Brésil, quelle est la source de ces restrictions par rapport aux soins funéraires? Des lois nationales ou seulement des recommandations du ministère de la Santé? Les règlements, ils viennent du ministère de la Santé au niveau fédéral, mais c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de protocoles, de différents protocoles. Dès le début de la pandémie, l'année passée, il y avait quelques règles sur ça. Et après, elles changent à tous les moments. Elles font les changements, les processus de nettoyage. Mais la question, c'est, il vient du ministère de la Santé, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question, mais que je pense qui est un peu trop vaste. Donc, c'est dirigé à tous les intervenants. La question est, l'ensemble de présentations concernent des problématiques exigeant des changements à court et à moyen terme. Comment conciliez-vous cette sorte d'impératif normatif avec votre travail de recherche? Alors là, je pense que ce serait quand même une question très longue voilà, pour être répondue par tous les intervenants. Je vais profiter de 2 minutes pour parler. Je voudrais remercier vivement les contributions, les provocations des collègues. C'est la première fois qu'on soumet à la recherche des experts qui peuvent contribuer avec notre travail. Donc, c'est très stimulant. On a besoin de ces dialogues pour aller plus loin, pour continuer. Est-ce que c'est ça? On se demande, on se pose des questions. Le travail intellectuel est toujours fragile. On a besoin des feedbacks, on a besoin de retours des collègues pour continuer les recherches. Et que pour ne pas laisser la question sans réponse, on a beaucoup de travail à faire encore, à court terme et à long terme, je pense. Donc, c'est pour ça qu'on est réunis. Donc, on essaie, là, on vit ça, on est sur place. Donc, on voit qu'il y aura beaucoup de choses à discuter. Et on espère vivement qu'on aura des meilleures nouvelles dans le futur avec les vaccinations, le contrôle externe sur les actions du gouvernement aussi, parce que on espère que cette situation puisse changer dans plusieurs niveaux. Comme dit Marcia, ce n'est pas que le néolibéralisme qui peut expliquer cette question. Le néolibéralisme, c'est un mode de fonctionnement du capitalisme qu'on ne sait même pas si ce gouvernement il peut être encadré dans une politique néolibérale. Mais on peut se demander qu'est-ce qu'on va dire d'ici 5-10 ans sur cette période-là. C'est ça qui va être la question. Mais merci beaucoup. Et une petite phrase. Et qu'est-ce que nous avons appris de l'histoire de la pandémie, des autres pandémies? Ça, c'est une chose. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses. On fait la répétition. Et ça, c'est une chose qu'on peut retourner après pour discuter. Merci beaucoup pour ces mots de la fin, là, qui, je pense, font une bonne conclusion et répondent d'une certaine manière à la question. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants, à tous ceux qui ont posé des questions et fait des commentaires, au public aussi. Merci à tous. Merci.